nous allons voir un film qui présente donc le château Tourteau-Cholet dans les Graves, mais également du château Ferrand-Lartigue en Saint-Émilion Grand Cru. Voilà, il a toujours travaillé dans le monde du vin et nous lui donnerons la parole tout à l'heure. Nous accueillons également Madame Agnès Destrac-Irvine, qui est ingénieure d'études à l'INRAE, voilà, et qui se spécialise notamment dans le fonctionnement de la vigne et qui, au travers du film que vous allez voir également en suivant, nous parlera en particulier du projet Vitiadapt. Bonjour Madame Destrac-Irvine. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ravie de vous accueillir. Pour nous, c'est une première d'animer ce live. Donc, écoutez, sans plus tarder, on peut enchaîner avec la vidéo du château Tourteau-Cholet et ensuite la vidéo de l'INRAE. Donc, dans le fonctionnement, je vous propose que les questions, vous n'hésitiez pas à les poser dans le chat et on les prendra, on va voir en fonction du nombre de questions ou au fur et à mesure ou à la fin de notre échange. Voilà, je vous remercie. Je remercie tous les internautes qui, j'espère, sont nombreux, aussi bien français qu'internationaux, qui sont là ce matin pour suivre ce premier live sur les différentes réponses au changement climatique dans le Bordelais avec des regards croisés, recherche et entreprise. Merci d'envoyer la vidéo Tourteau-Cholet. À de suite. À Arbanat, à 30 minutes au sud de Bordeaux, cette propriété fait 75 hectares. Sur laquelle 56 hectares de vignes sont plantés. Nous sommes sur l'appellation Grave. Nous produisons des vins Grave blanc, Grave rouge, mais également un vin sans sulfite ajouté en Bordeaux. Ce vin est un petit peu particulier car c'est notre porte-étendard pour dénoncer le réchauffement climatique puisqu'il possède 25% de chacun de nos cépages, le merlot, le Cabernet Sauvignon, que tout le monde connaît, mais également le Malbec, qui est un cépage qui résiste beaucoup mieux à la sécheresse que le Merlot, et le Petit Verdot, qui autrefois n'arrivait pas à mûrir et qui aujourd'hui, à cause du réchauffement climatique, donne des vins merveilleux. Les démarches environnementales au château Tourteau-Cholet, c'est d'abord depuis 2005 Terra Vitis et puis en 2012 on fait partie des toutes premières exploitations certifiées HVE et enfin en 2019 nous sommes certifiés Bee Friendly, les amis des abeilles et nous avons un partenariat avec un couple d'apiculteurs qui pendant la saison installent jusqu'à 80 ruches autour de la propriété et nous faisons nous-mêmes notre miel de Tourteau-Cholet. Pour atteindre ce niveau HVE, haute valeur environnementale, nous avons mis en place un certain nombre de mesures. D'abord, la non-utilisation de fertilisants chimiques, de désherbants chimiques, donc tous les sols sont travaillés, il n'y a pas de désherbants. Et pour fertiliser les sols, nous utilisons des couverts végétaux. Et donc là, derrière moi, on voit des couverts végétaux qui sont un mélange de trèfle, de pois et de seigle. Je voudrais vous présenter donc les outils qui sont utilisés pour semer les couverts végétaux parce que ce qu'on recherche dans le semis des couverts végétaux, c'est à la fois faire simple, efficace, parce que quand on fait simple et efficace, on réduit les coûts de production et c'est quand même l'intérêt de tous. Donc aujourd'hui sur ce tracteur, on voit qu'est installé un semoir directement sur la herse rotative, un semoir de limbe qui régulièrement et de façon très homogène vient faire tomber les graines juste derrière la herse rotative qui a fait un travail du sol impeccable, plat, meuble, un sol meuble sur laquelle la graine vient se poser et le rouleau vient rouler derrière les graines de façon à pouvoir avoir une belle levée de chacun de ces couverts végétaux. D'un point de vue de l'agroforesterie, nous avons d'abord planté il y a une dizaine d'années un verger pour améliorer notre bilan carbone en plantant donc des arbres, et tant qu'à planter des arbres, autant qu'ils puissent nourrir également les hommes. Et tout autour de la propriété, vous le voyez certainement, beaucoup de bois, mais on a également planté des haies là où les bois n'étaient pas présents, de façon à créer des corridors écologiques entre les bois et le vignoble. En lien avec Bee Friendly, nous avons mis en place depuis 2 ans la confusion sexuelle, qui est en fait un système de lutte contre les vers de la grappe,
où on vient inonder le vignoble des odeurs sexuelles des femelles papillons du ver de la grappe, ce qui fait que les mâles sont complètement perdus, ils n'arrivent plus à trouver la femelle et ne peuvent plus se reproduire. Et cela nous permet d'éviter d'utiliser des insecticides. Quand on est en démarche environnementale, un des enjeux principaux, c'est le travail du sol. Et donc, jusqu'à présent, nous faisions les 4 façons, chaussage, décavaillonnage, etc. Le problème, c'est qu'on casse beaucoup de pieds. C'est pour cette raison qu'on a investi cette année dans un outil qui est beaucoup plus respectueux des sols et des pieds de vigne. Donc, ce sont des disques émoteurs couplés à des étoiles cresses qui sont beaucoup plus respectueuses. Ce sont des doigts en caoutchouc qui viennent racler les ceps de vigne et donc on les abîme beaucoup moins. Également, ce qui est important, c'est le respect des sols. Et cet outil, ce tracteur enjambeur est excessivement léger et nous permet d'éviter de tasser les sols et donc de les abîmer, de conserver un sol vivant en permanence. Par contre, on risque de casser des pieds. Et quand on casse des pieds, il faut les remplacer. Or, cela implique des comptages. Tous les ans, nous faisons appel à des jeunes étudiants qui viennent compter les pieds qu'il faut remplacer. Mais c'est un travail qui est excessivement fastidieux, long. Il y a une société, la société Sileone aujourd'hui, propose un service de comptage, c'est de l'agriculture de précision, un comptage des pieds de vigne et un comptage des manquants. Simplement, en installant sur le tracteur, pendant que vous faites vos travaux, ils installent un boîtier et ce boîtier vient prendre en photo les pieds de vigne, les pieds morts. Il y a une analyse d'image derrière tout ça et derrière ce travail d'analyse, vous avez une restitution d'une carte de vos parcelles avec l'emplacement très juste de l'ensemble de vos manquants. Ce qui fait qu'à partir de là, vous savez combien de plants il faut commander, combien de marquants, etc. etc. Si vous voulez, c'est plus qu'une photo, c'est un enchaînement de photos qui sont géoréférencées et en fonction de l'endroit où il se trouve, il va immédiatement voir si, à l'endroit où normalement il devait y avoir un pied, s'il n'y a rien, ça veut dire que le pied est mort ou enlevé. Aujourd'hui, on a fait des comparatifs. Il y a à peu près 5% d'erreurs, ce qui aujourd'hui finalement nous satisfait. Et donc je pense que cette technologie a de gros avenirs dans la viticulture française. Et c'est grâce à Innovin que j'ai pu prendre contact avec la société Sileone. Aujourd'hui, l'offre tarifaire n'est pas construite par la société. Nous avons seulement participé à l'expérimentation. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs fournisseurs de matériel vinicole qui nous écoutent. Moi, ce que je veux dire, c'est que Tourteau-Cholet aujourd'hui est un terrain d'expérimentation et donc vous pouvez nous solliciter pour tester telle ou telle innovation technique et technologique. Nous sommes ici maintenant dans notre gîte 5 étoiles, l'Erial de Tourteau-Cholet, qui peut accueillir jusqu'à 12 personnes. Et donc en plus de la production de vin, nous avons développé cette offre touristique à destination des particuliers, certes, mais également des professionnels. Nous avons mis en place également une offre séminaire où des comités de direction peuvent tenir des réunions ici sur la propriété, en lien avec le vignoble ou pas, mais avec toujours l'accueil et l'élégance de Tourteau-Cholet. Voilà, nous revenons sur le live. Vous avez vu cette vidéo. Alors, apparemment, on a eu des commentaires comme quoi le son n'était pas bien mis au début de mon intervention. Donc, j'avais présenté donc les différents intervenants. Donc, Monsieur Labails de Tourteau-Cholet que vous venez de voir dans la vidéo, qui donc avait travaillé pendant 17 ans au vigneron de Buzet, qui maintenant est au niveau du groupe Vitis Vintage et des châteaux Tourteau-Cholet.
et Ferrand-Lartigue en Saint-Émilion-Grand Cru, et puis donc Agnès Destra-Kirvin, qui est ingénieure d'études à l'INRAE de Nouvelle-Aquitaine, et plus particulièrement spécialisée sur le fonctionnement de la vigne, et qui nous parlera de VitiAdapt. Voilà, j'espère que vous avez bien entendu maintenant, que le son est bien rétabli. Et je disais juste qu'Interco, donc nous sommes l'agence de coopération de la région Nouvelle-Aquitaine, et que nous sommes un partenaire de longue date du Salon Vinitec pour l'accueil de délégations internationales, et que vous avez l'occasion donc de vous balader sur la plateforme pour aller visiter les différents pavillons internationaux. Voilà, donc nous allons maintenant passer à la vidéo de Madame Agnès Destra-Kirvin. Donc merci de faire suivre la vidéo. La parcelle 52, c'est la parcelle VitiAdapt pour Vitis Adaptation. C'est une parcelle expérimentale qu'on a mis en place à l'INRA de Bordeaux, à proximité de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, avec le soutien financier de la région Aquitaine et du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Donc une parcelle mise en place en 2009 pour répondre à la question de l'adaptation de la vigne au changement climatique au travers du matériel végétal. Donc les 52 de parcelle 52, ça correspond à 52 cépages différents que nous avons introduits au sein d'une parcelle expérimentale avec des blocs pour une analyse statistique de ces variétés. Et sur ces variétés, nous y faisons aussi bien des suivis et notations de phénologie, donc le débourrement, la floraison, la véraison. Et à compter de la véraison, nous effectuons des suivis de maturation, des suivis hebdomadaires où nous analysons la composition des raisins tout au cours de la période de maturation. Donc composition des raisins, j'entends par là la teneur en sucre, la teneur en acide, le pH, l'azote assimilable du mou. Mais sur cette parcelle, nous évaluons aussi des paramètres tels que la vigueur et des caractéristiques viticoles et agronomiques telles que le poids de sambé, le poids de bois de taille, des estimations de fertilité, de rendement. Nous effectuons aussi des mesures pour étudier la contrainte hydrique subie par la vigne tout au cours de la période de maturation, au travers d'un indicateur qui s'appelle le delta C13. Et enfin, depuis 2015, nous évaluons les caractéristiques œnologiques des cépages avec des micro-vinifications. À la récolte 2015, nous avons récolté 21 cépages, 9 cépages blancs et 13 cépages rouges, que nous avons vinifiés en petit volume, compte tenu du fait que nous ne disposons que de 50 pieds par variété sur cette parcelle expérimentale. Et là, à l'heure actuelle, les vins sont en cours d'analyse. Donc pour la parcelle 52, parmi les critères de choix des cépages, le plus important a été le côté précocité des variétés. Notamment, nous avons recherché des cépages tardifs pour répondre à la problématique du changement climatique, plus particulièrement du réchauffement climatique, parce qu'avec des températures plus élevées, le cycle de la vigne est décalé. Donc on a recherché prioritairement des cépages qui arrivent à maturité plus tardivement. Donc, première question, première précision, Agnès, s'il vous plaît. On parle de changement climatique, mais est-ce que vous pourriez nous rappeler quelles sont les grandes évolutions climatiques de ces dernières années ou siècles, et comment les prévisions dans les siècles à venir ou dans le siècle à venir, comment elles sont envisagées, et les premières réponses des parcelles que vous avez, des cépages que vous avez testés sur votre parcelle 52, puisque vous avez fait des micro-vinifications, etc. Alors, deux questions en une. Effectivement, rappel des grandes tendances globales, et puis des perspectives suite à vos tests réalisés sur la parcelle 52 à l'INRAE. Bonjour à tous. Je ne sais pas si le son a permis de m'entendre tout à l'heure. Donc, concernant les grandes tendances, ce qui a été observé dans la plupart des vignobles, et notamment dans le vignoble bordelais, c'est que depuis les années 1990, on a un décalage du cycle phénologique de la vigne, et surtout au sein des propriétés qui enregistrent les dates de récolte, on s'est rendu compte que ces dates de récolte étaient de plus en plus précoces. En parallèle de cette observation purement terrain, il y a une augmentation évidente des degrés à l'échelle globale, et malheureusement, on s'aperçoit que cette augmentation est toujours en cours, liée notamment à l'effet gaz à effet de serre. Donc, dans l'avenir, sans parler de prévision, sans
pour autant en avoir la certitude, nous pensons que les températures vont encore augmenter et que donc les impacts sur la vigne vont faire que de la précocité qui a été observée avec le décalage de ce cycle ne va faire que s'accentuer. D'accord. Vous D'où la souhaitiez... complexité. Oui, donc la complexité et les défis à relever, la complexité pour les viticulteurs et les défis à relever pour essayer d'adapter au mieux leur vignoble. Voilà. Alors, dans ce contexte, nous accompagnons la filière depuis des années. Nous avons mis en place donc la parcelle qui vous a été présentée. Et donc, ça va faire bientôt 10 ans que nous avons des enregistrements de données sur cette parcelle. Et nous avons pu observer que au sein de 52 variétés qui sont les 52 étudiées, nous avons au niveau de la phénologie, donc qui était le facteur clé du suivi et de l'étude à la base, pour le débourrement par exemple, nous avons une trentaine de jours entre le cépage le plus précoce et le cépage le plus tardif parmi ces 52. Pour la floraison, nous avons une vingtaine de jours. Et pour la véraison, donc qui est le stade qui marque le début de la phase de maturation des raisins, nous atteignons jusqu'à 40 jours en moyenne entre le cépage le plus précoce et le cépage le plus tardif. Mais au sein de ces 40 jours, nous avons donc des cépages qui arrivent à véraison de manière précoce et d'autres de manière tardive, mais ça n'enlève pas ce que tout le suivi de composition des raisins nous a apporté comme un élément supplémentaire, à savoir qu'un cépage qui est précoce à la véraison n'est pas forcément précoce à la maturité, et inversement, un cépage qui est tardif à la véraison n'est pas forcément tardif à la maturité. On s'est aperçu qu'en fait, la vitesse de maturation de ces différentes variétés était aussi un facteur clé à prendre en considération quand on étudie ces variétés et qu'on cherche à avoir des variétés adaptées à une date de récolte bien précise. Donc, j'insiste sur la date de récolte bien précise parce que cette date est déterminée par les objectifs propres de chaque propriété, suivant ses objectifs, suivant le parcellaire qu'il connaît, avec des parcelles qui vont être plus ou moins chaudes et qui vont induire une précocité plus ou moins importante. Donc, toutes ces données qui sont enregistrées depuis une dizaine d'années sur l'expérimentation sont à la disposition des viticulteurs et de la filière, et dans l'objectif de leur donner des outils pour faire des choix pertinents pour leur future plantation. D'accord. Donc, si je comprends bien, est-ce que vous êtes dans l'outil que vous proposez d'aide à la décision des viticulteurs? Est-ce qu'en fonction des zones, par exemple dans la zone des Graves, en fonction du type de sol également, vous suggérez tel type de variété ou tel type de variété? Ça peut se schématiser comme ça? Ou c'est vraiment tellement du cas par cas? Alors, comme je disais, en fait, nous, ce que nous faisons en termes d'institut de recherche, c'est fournir à la profession une base de données scientifique rigoureuse avec, c'est dit dans la vidéo, nous avons installé les cépages en bloc, nous faisons des analyses statistiques pour être sûr de fournir des données qui correspondent à la réponse propre de la variété en s'affranchissant d'une éventuelle hétérogénéité du sol qu'on connaît, qu'on ne peut malheureusement pas gommer. Donc, mais la limite de notre dispositif, c'est que pour qu'on puisse comparer les cépages, ils ont été greffés sur un seul et unique porte-greffe. Donc, nous ne connaissons pas la réponse de ces variétés quand on change de porte-greffe. Et nous avons implanté ce dispositif à proximité de l'ISVV sur le centre INRAE de Bordeaux sur un sol de grave. Donc, en fait, la réponse que nous obtenons, certes, nous savons que ça correspond du fait de l'analyse de l'expérimentation, nous savons que c'est la réponse de ces variétés, mais sur un sol de grave et avec un porte-greffe bien précis. Donc, en fait, tout l'enjeu à venir, c'est justement d'être en mesure de tester et d'évaluer les différences sur ces variétés que nous aurons en changeant de porte-greffe et en changeant d'environnement pédoclimatique. D'accord.
Du coup, monsieur Labaisse, par rapport à ce que vient de dire Madame Destrac, nous avons entendu dans la vidéo que vous nous parliez de votre vin sans sulfite ajouté, qui était un peu l'étendard du château Tourteau-Cholet, puisqu'il réunissait les 4 cépages forts, et notamment avec les Malbec et les petits verres d'eau, qui maintenant, alors on va pas dire grâce au changement climatique, mais qui, dans ce contexte de changement climatique, arrivent à maturité, qui finalement donnent des beaux vins, de bons produits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et comment vous envisagez au niveau du château de peut-être essayer, je ne sais pas, de nouvelles variétés ou d'adapter un petit peu, expliquez-nous au niveau variétal comment vous envisagez ce travail. Donc nous aujourd'hui, comme vous le disiez, nous sommes dans une situation où nous sommes dans une appellation des graves, avec des cépages qui sont autorisés. Donc le Malbec Petit Verdot en font partie. Et le Petit Verdot, effectivement, est un cépage qui autrefois avait du mal à mûrir, et puis en plus de cela, il apporte une certaine acidité. C'est d'ailleurs une question que j'aimerais poser à Agnès Destrac sur les indices de maturité qui sont utilisés justement. Et donc le Petit Verdot, lui, apporte cette fraîcheur et vient corriger en quelque part la mollesse du merlot qui aujourd'hui, on voit très bien, on le laisse mûrir, quand on laisse mûrir les bulles pour avoir des vins relativement concentrés et colorés sur les merlots, eh bien on a des pH qui s'envolent, ce qui signifie qu'on a des acidités très très faibles, et donc le Petit Verdot vient corriger tout ça. Et puis le Malbec, lui, c'est lié au régime hydrique, c'est-à-dire que le merlot, dès qu'il est en stress hydrique assez prononcé, il a beaucoup plus de mal que le Cabernet Sauvignon, et le Malbec lui arrive à résister et à avoir des productions suffisantes malgré des sécheresses assez prononcées sur la campagne. Et donc ce vin sans sulfite dont vous parliez, c'est on a souhaité mettre 25%, assemblage de 25% à part égale de chacun de nos cépages pour montrer peut-être ce que seront les vins de Bordeaux d'ici 10 ans, 20 ans, peut-être moins, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est une véritable préoccupation, toute cette partie changement climatique, parce qu'on est obligé de s'adapter en permanence. Et donc, on travaille sur les porte-greffes en utilisant plutôt des porte-greffes un peu plus tardifs, comme le 420A par exemple, quand on a des sols, par exemple sur notre ville à Saint-Émilion, on a des sols plutôt limoneux dans lesquels le merlot se trouve plutôt bien, mais à ce moment-là, on utilise des porte-greffes plus tardifs pour essayer de retarder au maximum la maturité de ce cépage. D'accord. Madame Destrac, vous avez quelque chose à apporter, à compléter par rapport à ce que vient de dire monsieur Labaisse? Alors, je vais juste préciser qu'au sein des 52 variétés, nous avons aussi le Petit Verdot et le Malbec, qui sont des cépages de l'AOC. Alors, des cépages secondaires, certes, mais des cépages de l'AOC Bordeaux. Donc, nous les étudions aussi, et je confirme tout à fait les dires concernant l'acidité du Petit Verdot. Alors, le Petit Verdot est effectivement pour nous un cépage dont on parle, sur lequel on communique, parce que effectivement, il a ses atouts d'apporter des meilleures qualités de maturation, des raisins qui effectivement conservent une acidité qui vient compenser les manques des cépages principaux de l'AOC. Et donc nous observons également le comportement du Malbec vis-à-vis de la tolérance à la sécheresse. Donc je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, et ce que je veux peut-être, donc je parlais des cépages de l'AOC, et finalement ce que nous avons observé et ce que nous avons pu accompagner de manière vraiment très positive, et qui vraiment donne un vrai peps pour l'avenir de la filière, c'est que nous avons été contactés par l'ODG Bordeaux Supérieur, qui nous a donc sollicité pour consulter cette base de données dont je vous parlais,
qui comporte à la fois des critères de phénologie, de composition des raisins, de vigueur, de fertilité, de rendement, mais également quelques données œnologiques, puisque nous avons eu la chance de pouvoir faire des micro-vinifications sur un certain nombre de variétés. Et à l'issue de la consultation de cette base de données, l'ODG a proposé à l'INAO une liste de cépages permettant de faire évoluer le cahier des charges de leur AOC, puisqu'il faut savoir que l'INAO a sorti un décret qui autorise dans le futur des viticulteurs à implanter des cépages non AOC, des cépages qui sont dits à fin d'adaptation, à hauteur de 5% de leur superficie de plantation et de 10% dans les cuves. Donc, en fait, je rejoins ce qui était dit et qui finalement est complètement dans les clous de la démarche du château Tourteau-Cholet, à savoir que si la filière autorise ces nouvelles variétés qui sont non AOC, en limitant l'utilisation de ces nouvelles variétés qui ne sont pas connues au sein du vignoble bordelais, il faut bien garder en tête que le fait de limiter va permettre aux viticulteurs d'apporter des plus au sein de l'assemblage sur des variétés qui vont justement pouvoir apporter une acidité, des arômes qui ont été perdus ou dégradés sur les cépages AOC, notamment les cépages principaux et plus particulièrement le merlot. Donc en fait, c'est une véritable avancée que nous avons eu la chance d'accompagner de par la fourniture de ces données sur ces variétés. Et nous avons également été sollicités par le syndicat des graphes qui a aussi dans l'idée de pouvoir proposer, je dis bien proposer parce qu'aucun viticulteur ne sera dans l'obligation d'utiliser ces nouvelles variétés. Il pourra venir les piocher dans le cahier des charges de son appellation, mais c'est un outil supplémentaire qui est apporté à la filière. Voilà. Et comme je disais, en ce qui nous concerne, malheureusement, même si le dispositif a apporté énormément de données qui sont disponibles, il y a la limitation d'un seul porte-greffe et sur un seul type de sol. Mais la filière va être accompagnée pour aller tester ces nouvelles variétés, puisque le fait que ce soit des cépages, certes dits à fin d'adaptation, mais des cépages qui rentrent dans l'AOC, le viticulteur aura quand même la possibilité de valoriser le produit avec ces nouvelles variétés, ce qui n'était pas le cas de cépages non AOC jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Par contre, les viticulteurs ont un défi à relever. Enfin, ils en ont plusieurs, certes, mais à un moment donné, c'est de garder également la typicité de leur vin, puisque des consommateurs étaient habitués à consommer un certain type de vin, un certain goût. Donc, toute la question délicate on intègre de nouvelles variétés, mais est-ce que, voilà, comment l'intégrer dans déjà d'une production avec un historique, etc. Ça, Sébastien, comment vous l'envisagez éventuellement cette solution? Ou Agnès? Pardon, je dirais tout simplement que les vins ont déjà grandement évolué. Donc en fait, si on prend un vin des années 2000, un millésime 2000, forcément il avait beaucoup plus d'acidité qu'un vin des années 2018, 2019 ou 2020. Donc en réalité, le vin suit l'évolution du climat en permanence et les vignerons se sont, y compris à Bordeaux, les vignerons se sont toujours adaptés au contexte pédoclimatique. Il y a eu des sélections clonales de différentes variétés depuis des dizaines d'années. Et donc l'adaptation, il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, l'innovation, il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, même si nous avons une profession qui a l'image très traditionnelle, je dirais, malgré tout, c'est important de pouvoir continuer à réaliser ces études et à trouver les solutions de façon à pouvoir toujours plaire à nos consommateurs, tout en continuer à progresser sur les vignobles. Ok, merci. Si je peux me permettre de rajouter, au-delà de la partie évolution du vin, comme ça a été
annoncé. Il faut pas perdre de tête que les cépages ont aussi évolué. Suite à la crise phylloxérique, le vignoble bordelais avait été entièrement dévasté. Il a fallu replanter l'ensemble du vignoble. Et à ce moment-là, le choix avait été fait de changer les cépages. Et c'est à ce moment-là que le merlot a été introduit petit à petit dans le vignoble bordelais pour atteindre aujourd'hui plus de 65% de l'encépagement. Donc en fait, je rejoins ce qui est dit, c'est que ces évolutions, ces modifications de variétés, elles ont déjà eu lieu dans le passé et il ne faut pas en avoir peur. Il faut simplement se dire que c'est un outil à prendre parmi les autres outils pour s'adapter aux nouvelles conditions qui sont une évolution des températures, un changement climatique qui fait que les variétés actuelles dans certains lieux du vignoble bordelais ne sont plus adaptées. Mais c'est pas une révolution. Nous sommes partis sur le choix d'adapter le matériel d'utiliser le matériel végétal comme outil d'adaptation, tout simplement parce que ça reste une ressource naturelle. Ce sont des vitis vinifera, ce sont des cépages plantés dans d'autres régions, certes, mais ce sont des cépages plantés d'origine naturelle. Et donc, c'est de se dire que on peut comprendre que la filière se pose des questions par rapport à tous les programmes dont on entend parler, de création, toute la polémique au sein des OGM, etc. Les OGM sont des outils de recherche extraordinaires qui permettent de faire avancer énormément la recherche fondamentale. Certes, on peut avoir des craintes, mais là, dans le contexte et ce que la filière a choisi, cette adaptation au travers du matériel végétal, ça reste dans des ressources naturelles. Donc, je ne sais pas si on a le temps au niveau de ce live de parler de tout ce qui est résistance aux maladies, mais au niveau des résistances aux maladies, il faut quand même savoir aussi que les hybrides dont on entend parler sont des croisements de deux populations de vitis. Et les vitis, c'est l'espèce mère des vignes. Donc, dans les hybrides résistants aux maladies dont on parle, ne pas oublier, ne pas confondre résistance aux maladies, transformation génétique, attention, on a des OGM. Non, ça reste des espèces vitis qui sont des vignes et uniquement des vignes. D'accord, très bien. Mais justement, j'allais vous parler des cépages résistants puisqu'on avait une question à ce sujet qui nous était arrivée dans le chat. Une question également sur mon côté, moi qui est plus tournée vers l'international. Est-ce que vous menez des collaborations avec d'autres instituts de recherche qui pourraient mener les mêmes études que vous? Est-ce que vous comparez vos résultats? Est-ce que les résultats peuvent être mis à disposition des viticulteurs étrangers ou c'est vraiment pour nos viticulteurs français et de Nouvelle-Aquitaine en particulier? Non, alors c'est ouvert à l'international. Donc comme je disais, nous sommes un organisme de recherche et pas de conseil. C'est la raison pour laquelle on fournit la base de données, mais on ne donnera pas de conseils parce que c'est propre à chacun. Ce sont des situations au cas par cas. En revanche, ce qui nous est demandé en tant qu'institut de recherche, c'est de publier des résultats scientifiques. Et ces résultats, nous les publions et nous les communiquons bien évidemment au niveau local, au niveau national, mais aussi et surtout à l'international. Donc en fait, ce dispositif, il est connu par l'ensemble de la communauté scientifique internationale. Et il faut savoir que nous avons été sollicités par des collègues portugais qui ont implanté un dispositif similaire par rapport à leurs problématiques locales au niveau de Porto et les alentours de Porto. Et ils nous ont sollicité aussi pour la fourniture des protocoles de suivi pour avoir quelque chose d'homogène, pour que nous soyons justement en mesure de pouvoir comparer nos résultats et les résultats obtenus dans la région de Porto avec les résultats obtenus à Bordeaux. Et dans l'avenir, dans les démarches que nous souhaitons aussi développer, c'est que si des viticulteurs choisissent d'implanter ces nouvelles variétés, là, ces fameux cépages dits à fin d'adaptation, nous nous rendrons disponibles pour accompagner la filière, pour que justement les aider à s'adapter aussi au mieux à ces nouvelles variétés.
à y faire des mesures dessus qui viendront en complément de ce qui a déjà été observé sur le centre INRAE de Bordeaux. Et nous sommes justement tout à fait ouverts à la fois à la fourniture de données, mais également à l'accompagnement au niveau de protocoles pour le suivi. Parce que, comme vous le disiez, c'est très important que toutes les données qui sont acquises par ailleurs au sein de propriétés ou d'autres organismes scientifiques viennent accompagner, viennent en complément de ces informations que nous diffusons, et nous sommes également ouverts à récupérer des données pour pouvoir comparer, les injecter dans des modèles, puisque j'ai des collègues modélisateurs qui justement utilisent ces données expérimentales pour être en mesure de fournir à la filière des projections de comportement de cépage, des projections de comportement de climat. Il y a un gros projet Adviclim qui a été mené dans la région de Saint-Émilion avec une cartographie fine du climat, et on a pu observer des différences très importantes sur un cépage uniquement lié à des différences de localisation, de topographie et de température. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est en mouvement. Il y a énormément d'échanges et on veut aller vers le plus d'échanges et de communication pour accompagner la filière dans les adaptations à mettre en place. D'accord. Donc ça veut dire qu'à terme, il est fort possible, là vous nous disiez que dans le cahier des charges, il y avait une autorisation de 5% d'utilisation de ces cépages, donc ces nouveaux cépages. Peut-être qu'on pourra aller vers une augmentation de ce pourcentage à terme. Alors là, je peux vraiment pas me prononcer parce que donc c'est un décret INAO. Je pense que l'INAO est vraiment très actif, très soucieux de la problématique, et ce décret en est l'exemple même, puisque il souhaite accompagner la filière. Maintenant, l'évolution de ce pourcentage, je suis incapable de vous en parler et de le projeter. Ce que je peux vous dire, c'est que dans ces 5%, la liste qui a été proposée par l'ODG Bordeaux Supérieur a pris aussi en considération que à l'avenir, il faudra aussi introduire les fameux cépages résistants aux maladies, puisque c'est la deuxième grosse problématique de la filière. Donc, il y a un certain nombre de variétés qui ont été proposées en termes de Vitis vinifera, cépages cultivés. Mais à cette liste de variétés viendra s'ajouter une liste de cépages résistants aussi. Voilà. Et on parle essentiellement du matériel végétal, puisque c'est le cœur de nos recherches sur le centre INRAE de Bordeaux, dans l'unité de recherche à laquelle j'appartiens et qui est dirigée par Nathalie Ola. Et je profite donc déjà pour remercier nos financiers, nos tutelles, et Nathalie qui œuvre pour diriger notre unité. Et je souligne ici que Nathalie est aussi co-responsable d'un projet de recherche national qui s'appelle le projet LACAV, qui est un projet donc mené sur l'ensemble du territoire et surtout multidisciplinaire. Et donc là, je voulais aussi signaler que nous avons essentiellement parlé du matériel végétal, mais c'est un levier d'adaptation parmi l'ensemble de tous les leviers, qui soient d'un point de vue parcellaire, agronomique, mais également économique, sociétal, le paysage, sans oublier le patrimoine, toute la partie marketing, toute la partie concurrence du nouveau monde, et peut-être le besoin de démarcation que le vin de Bordeaux aura besoin de faire pour montrer que il s'adapte aux nouvelles conditions. Il met, comme le château Tourteau-Cholet, il met en place la culture de nouvelles variétés qui viennent compenser. Et tout ça, pourquoi? Pour œuvrer vers la conservation de la typicité du vin de Bordeaux dont vous parliez tout à l'heure. Et au niveau de la typicité, il faut savoir que un des critères de sélection des cépages, c'était aussi cette typicité, parce que bien évidemment, c'est très, très important. D'accord. Merci beaucoup Agnès. Justement, vous me tendez la perche, si je puis dire, pour faire une transition avec Sébastien Labaisse, pour qu'on lui demande un petit peu, au-delà de ces variétés dont vous avez parlé, Malbec et Petit Verdot, quelles sont les autres mesures que vous mettez concrètement en place également au niveau du château Tourteau-Cholet pour répondre à ce changement climatique? Parce que là, on a beaucoup parlé effectivement du matériel végétal.
des compartiments pédoclimatiques qui est impacté, c'est également le sol. Et le sol est très impacté à la fois par les régimes hydriques qui sont des irréguliers et à la fois par des températures beaucoup plus élevées. On a vu en 2003, quand il y a eu la première canicule, on a vu des comportements de sol qui ont été complètement bouleversés. Et aujourd'hui, on essaye de redonner en quelque la vie au sol et notamment de le protéger en quelque part un petit peu comme les Touaregs dans le désert. Ils s'habillent et donc ils se couvrent pour éviter d'avoir des coups de chaud. Et en réalité, c'est ce qu'on essaye de faire également en viticulture grâce aux couverts végétaux. Et donc, plutôt que de détruire complètement ces couverts végétaux, eh bien, les rouler, faire une sorte de manteau qui viégeait le sol des rayons très très chauds du soleil. Voilà ce qu'on essaye de faire. C'est un travail au quotidien. Beaucoup de vignerons vont dans cette direction. On est aidé en cela par des partages d'expériences avec des céréaliers qui savent beaucoup mieux que les vignerons mettre la graine à la bonne profondeur et utiliser les bonnes solutions pour pouvoir faire germer les graines. Donc voilà, c'est à travers aussi un partage d'expérience, vous le disiez justement, Madame Destrac, mais un partage d'expérience entre tous les professionnels qu'on arrivera ensuite à améliorer nos pratiques. Tout à fait. Puis ce que vous nous disiez dans la vidéo, c'est que Tourteau-Cholet est vraiment un terrain d'expérimentation. Vous êtes prêt à tester des solutions. Vous nous avez présenté justement ce que vous avez mis en place avec la société Siléon grâce au cluster Innova. Donc vraiment toujours être dans l'adaptation, essayer de répondre à tous ces enjeux en n'ayant pas peur effectivement de l'avenir, mais au contraire d'essayer de l'anticiper, d'être efficace dans ses choix. Il nous reste 5 minutes, ça passe. Simplement pour expliquer, oui, Tourteau-Cholet, c'est un sol qui est relativement homogène. Et donc, on a la possibilité de créer des essais en bloc assez facilement. Donc, oui, je tends la perche aujourd'hui aux professionnels qui nous écoutent, s'ils souhaitent tester de nouvelles pratiques, de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, ou l'INRAE également, s'ils souhaitent réaliser des essais chez nous en grandeur un petit peu plus importante que la parcelle 52, par exemple, eh bien, ça sera avec grand plaisir. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Alors le temps passe très vite, c'était qu'on a eu un petit peu de retard, mais je pense qu'on ne pourra pas déborder puisqu'il y a d'autres conférences qui vont continuer. En 5 minutes, je vais poser 2 petites questions. Si Agnès peut faire une réponse un peu courte, et dans tous les cas, vous rassurez que si on ne répond pas à vos questions, on les transmettra à nos experts et on vous fera une réponse écrite. Donc vous inquiétez pas. Mais rapidement, donc là j'ai la question d'un étudiant également qui me demande si la baisse de l'acidité est-elle une constante pour tous les cépages face au changement climatique? La baisse de l'acidité. Alors, je répondrai oui. Je répondrai oui, puisque en fait, l'acide malique, qui est un cépage majoritaire des raisins, est dégradé par les hautes températures. Donc, ce côté physiologique, métabolique, impacte évidemment tous les raisins, à des degrés plus ou moins importants, mais qui dépendent aussi de la capacité des cépages à produire initialement beaucoup ou peu d'acide malique. D'accord. Ok. Puis notre petite question aussi, est-ce que vous savez s'il existe des dispositifs financiers d'aide à l'adaptation du vignoble au changement climatique? Pour tous les viticulteurs qui voudraient essayer, tester de nouvelles variétés ou mettre de nouvelles mesures en place, est-ce qu'il y a des aides financières? Alors, j'ai entendu, mais alors par contre, je saurais pas, bon, je peux pas me prendre, je souhaite pas non plus parler non, mais je sais qu'il y a une association dans l'appellation Castillon dirigée par une personne qui œuvre justement à essayer de récupérer des fonds pour aider les viticulteurs à mettre en place des outils pour adapter leur vignoble.
Voilà. Donc, si la personne souhaite m'envoyer sa demande par écrit, je lui ferai passer les coordonnées de cette personne. Très bien. Et on pourra se renseigner parce que je pense que la région Nouvelle-Aquitaine doit aussi avoir des dispositifs certainement d'aide. Là, on pourra creuser. On n'a pas la réponse précise aujourd'hui sur ce live, mais on vous répondra bien sûr. Je voulais vous préciser également, c'est un sujet qui est passionnant. C'est vrai qu'on se rend compte qu'on pourrait parler pendant des heures. Nous, on va bientôt arriver au terme de ce live. Par contre, le sujet continue puisqu'à 10h30, de 10h30 à 11h30, il y a une conférence qui est proposée sur cette plateforme avec votre collègue notamment dont vous parliez, Madame Ola, et d'autres collègues de l'ISEV qui vont faire une conférence sur le changement climatique. Et donc, ça va pouvoir faire un prolongement de ces premiers témoignages qu'on a pu avoir ce matin. Nous, on le voulait aussi très axé sur des vidéos pour que les gens puissent aussi se rendre compte en image de ce qui pouvait être fait. Il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous voulez, Sébastien, un petit mot, 1 minute chacun pour un petit mot de fin? Bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir convié à cette visioconférence, parce que c'est toujours très intéressant de pouvoir partager avec des chercheurs qui sont à la pointe de tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Merci beaucoup, Christine, également. Merci merci à tous. Et j'espère véritablement que la filière pourra développer des cépages ou en tout cas sélectionner les bons cépages qui pourront s'adapter au réchauffement climatique, parce qu'on en a véritablement besoin. Merci. Puis j'espère qu'on pourra venir dans 2 ans en physique avec les délégations étrangères pour visiter votre vignoble. Et qu'on pourra aussi aller visiter la parcelle 52 parce que je pense qu'il y aura beaucoup de questions et ça va susciter beaucoup d'intérêt. Un petit mot de clôture, Agnès? Oui. Alors, je remercie également l'ensemble des organisateurs de ce salon dans un contexte plus que particulier et de nous avoir donné l'opportunité aussi de parler de nos recherches et surtout de pouvoir exprimer clairement à un grand public ce que nous faisons en recherche et la manière dont nous voyons les choses et comment nous souhaitons vraiment les accompagner parce que nous sommes tout à fait conscients des difficultés qu'ils rencontrent à la fois dans un contexte de maladie et la gestion des produits phytosanitaires et à la fois avec malheureusement un climat qui évolue et des températures qui continuent d'augmenter. Voilà. Et je souhaitais aussi remercier bien évidemment le château Tourteau-Cholet, Sébastien, qui œuvre dans le sens de mettre en place tout un tas d'outils et qui sont pour nous très riches d'enseignements et de voir qu'en fait la filière agit concrètement aussi. Et pour nous, c'est très utile parce que nous travaillons pour eux. Mais nous sommes heureux de voir qu'il y a des retours et que nous puissions échanger effectivement sur tout ce que nous mettons en œuvre pour vraiment aider la filière à s'adapter au mieux. Très bien, merci beaucoup à vous deux. Moi, je tiens aussi mon petit mot de remerciement aux équipes de CEB, à son président Éric Dulan et la directrice Delphine Demade, eux aussi de nous accorder leur confiance. Donc, merci à tous et puis restez connectés pour suivre ce salon de manière virtuelle et rendez-vous dans 2 ans, j'espère. Au revoir. Merci. Au revoir et merci. Au revoir, merci.